La Great Himalaya, c'est vraiment une des courses les plus dures du monde. 1500 km, 98 mètres de dénivelé positif, 53 étapes. L'Himalaya, c'est vraiment la plus grande chaîne de montagnes au monde, donc c'est vrai que la traversée sur la partie népalaise, ça reste un énorme défi. C'est pas qu'une course, c'est une aventure parce qu'il y a un côté difficulté journalière, il faut trouver son chemin. Tu t'aperçois que tu perds tous tes repères. Ce qui est beau, je trouve, qui résume bien l'aventure, le voyage, c'est il faut avancer dans la carte. L'opération de la clavicule, ça a été vraiment douloureux. Alors, je sais pas si je vais être capable quand même d'aller au bout et je sais pas si mon corps va encaisser avec ce manque de préparation. Je m'appelle Fleury Roux, je suis accompagnateur en montagne et caméra runner. Je pratique la course d'orientation et le trail depuis pas mal d'années. J'ai fait beaucoup de courses d'orientation à haut niveau, notamment durant mes années juniors. Et maintenant, voilà, je pratique plus de trail, de raid multisport et des projets d'aventure. J'ai une passion globale pour la nature, la montagne, parce que je m'y sens bien et c'est là où je pratique aussi toutes mes activités. J'ai envie de faire un projet, j'ai plutôt envie de mettre un accent sur le côté sportif. Se dépasser quand même, sortir un petit peu de sa zone de confort, c'est des choses qui m'attirent. Je sais pas, il y a une petite voix profonde qui te dit allez, vas-y, fais-le. Dès que j'ai une idée en tête, généralement, je vais au bout des choses. Fleury, c'est quelqu'un de passionné qui vit à fond, qui a plein de projets tout le temps. Il a besoin de s'occuper l'esprit. Quand il arrive dans un endroit, de toute façon, il faut qu'il sorte une carte et qu'il aille explorer l'endroit où il se trouve. J'adore les cartes, il y en a de partout chez moi, sur les murs. Et j'adore les lire, j'adore les regarder et j'aime bien m'imaginer les choses avec les cartes. Et notamment, ça donne envie d'aller sur le terrain. Et en plus, il y a un point côté, vous pourrez rétalonner votre alti, même si vous pouvez le faire ici. 850, 60, 70. Avec mon métier de caméra runner, d'accompagnateur en montagne, je sais que c'est aussi compliqué de dédier 100% de mon temps à l'entraînement. Je suis trailer de bon niveau, sans forcément être dans les meilleurs nationaux ou mondiaux. Après, j'aime la compétition, donc forcément, j'ai envie de pratiquer dans ce but-là aussi. La course d'orientation, donc je l'ai découvert au collège et c'est mon frère en fait qui a commencé en premier, qui a pris une licence dans un club et c'est vrai que de le voir aussi progresser, moi ça m'a donné envie. Je me souviens les premières compétitions, on faisait de la course d'orientation ensemble tous les deux.
Et donc lui, il faisait que orienter, et moi je courais, il me disait bah tu vas chercher la balise là, là, là. Donc lui c'était vraiment le cerveau qui disait allez tu vas chercher, et puis moi j'étais plus le gars qui courait de partout, quoi. Et nous on restait tous les deux ensemble et on essayait de courir le plus vite possible pour aller prendre les balises, et ça fonctionnait plutôt bien. En 2022, avec mon frère, on s'est lancé dans un projet à travers la Norvège qui s'appelle Across Norway. C'est une traversée de la Norvège en orientation, c'était 3000 km à partir du point le plus au sud pour relier le point le plus au nord du pays. Donc on a mis 83 jours. Donc ça a été vraiment un très gros premier projet pour nous deux. Et moi, c'est vrai que ça m'a donné par la suite envie de continuer et de voir d'autres choses aussi. En fait, je pense que ça fait longtemps que j'ai envie d'aller au Népal, je ne saurais pas dater quand. Et moi, c'est vrai que je me sens heureux aussi de préparer des projets. Ça me motive aussi, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans la vie de tous les jours en fait. Et c'est vrai que c'est sur ce genre de longue itinérance aussi qu'on évolue et on apprend aussi la culture, à découvrir un pays, à se renseigner sur les gens. Les Chemins du Ciel, ce fut le nom que Paul-Éric Bonneau et Bruno Poirier donnèrent à leur Transnépal Himalaya en 1994. Du 21 octobre au 1er décembre, ils totaliseront 2000 km et 110 000 mètres de dénivelé sur les sentiers du pays du toit du monde. La première fois que je l'ai fait en 1994 avec Paul-Éric, on était tous les deux, c'était un défi. On avait lu un bouquin à Katmandou dans une librairie qui racontait l'histoire de deux Anglais qui avaient traversé l'Himalaya. Et puis ça nous a inspiré, ce genre d'aventure. On s'est dit un jour on va le faire. On l'a fait à deux. Et je trouvais qu'il était sympa après de partager avec d'autres ce qu'on avait vécu nous. Parce que c'était vachement fort. Parce que finalement tu t'aperçois que tu perds tous tes repères. Le GHR, comme toute autre course, tu vas à travers le monde où il y a une notion d'aventure, un peu d'extrême, même si le mot est parfois galvaudé, quoi. Et là, il y a plein de choses qui se mettent en place pour rester en vie, quoi. Il y a une petite communauté qui se crée, mais à un moment ou à un autre, on va tous dans le même sens, quoi. Donc, et il y a une chose que j'aime beaucoup quand on parle du GHR, et c'est souvent le leitmotiv des gens. Donc le soir, quand on fait le briefing du lendemain, il y a un terme qui est beau, je trouve, qui résume bien l'aventure, le voyage, c'est « il faut avancer dans la carte ». L'Himalaya, c'est vraiment la plus grande chaîne de montagnes au monde. Donc c'est vrai que la traversée sur la partie népalaise, ça reste un énorme défi. Il y a quand même 1500 km, 90 000 mètres de dénivelé positif, 53 étapes, 17 cols à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est vraiment une épreuve très très exigeante. En 2017, il n'y avait eu que 11 finishers sur une trentaine de partants. Donc ça montre un petit peu aussi la difficulté de ce genre d'aventure. La Great Himalaya, ça reste une course, donc c'est une course à étapes où on a un nombre de kilomètres à faire par jour. On part d'un point A, on va à un point B, on passe où on veut, il n'y a pas de balisage, il n'y a rien du tout, on est en autonomie au niveau de la nourriture, notre matériel. Le GHR, c'est pas qu'une course, c'est une aventure parce qu'il y a un côté difficulté journalière, il faut trouver son chemin. Des fois, on se sent un petit peu perdu, on se sent très petit face aux montagnes. T'es proche des glaciers, t'entends des chutes de rochers un peu dans tous les sens. Et puis, parfois, c'est aussi la jungle. Tu sais pas où t'es et t'essayes juste de trouver un itinéraire pour en sortir, en fait. Ce qui est difficile au Népal, c'est aussi la notion d'altitude. Des fois, on a des baskets aux pieds, on a l'impression que c'est facile, mais cette notion d'altitude, elle est vraiment présente et amène une grande difficulté. Personne n'est égaux face à l'altitude. C'est génétique. Ça, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Une mauvaise acclimatation, c'est vraiment un risque d'œdème pulmonaire. La vie continue, parce que c'est clair qu'il y a un inconfort quasiment permanent. Et le fait que ça soit aussi long, autant de jours, c'est en soi une difficulté. Arrivé à Katmandou, c'est vrai qu'il fait chaud et en plus c'est le bordel. Quand il arrivait à Katmandou, il était surexcité et je voyais qu'il était tout content d'être bien arrivé, de découvrir aussi Katmandou qui avait l'air d'être une fourmilière. On sent vraiment qu'il y a une religion qui est présente avec de nombreux temples. Le centre-ville de Katmandou, dans Thamel, tu te balades, tu as des magasins de partout, il y a du bruit, les gens viennent te voir. Voilà, c'est différent, quoi. Il y a des odeurs, la cuisine très épicée, des choses comme ça. Ça nous plonge tout de suite dans l'ambiance du Népal. Enfin, c'est ce que je suis venu chercher aussi, découvrir un environnement et je suis content. Donc, quelques jours avant, Bruno, il m'a dit « Oh, tu seras avec Fleury dans la chambre, vous êtes deux jeunes et tout, vous allez bien vous entendre. » Donc j'arrive, je rencontre Fleury et le courant il passe assez vite parce que je pense qu'on a la même vision de l'aventure en fait.
On est juste là pour découvrir, s'éclater et puis passer un long et grand moment en montagne. Ouais, il y a une ambiance si particulière, on a tous hâte de commencer, quoi. On sait qu'il va se passer aussi plein de choses, on a envie de vivre en fait cette aventure-là et on a juste hâte que ça commence. Donc les jours à l'hôtel, on est impatient de partir. Ouais. Dernier avion, on va voir à quoi il ressemble. Jamais vu un avion aussi petit. On va tous mourir. Ça met dans l'ambiance tout de suite. Incroyable. Vraiment hâte de commencer maintenant là. En fait, ce genre d'aventure, moi je voulais vraiment y arriver prêt, c'est-à-dire juste être déjà sur le départ en étant bien. Le seul problème, c'est que moi pour le coup, je suis pas arrivé à 100% puisque j'ai eu un accident de ski 2 mois avant. Et l'opération de la clavicule, ça a été vraiment douloureux. Il a dû rester une nuit là-bas parce qu'il souffrait trop. Je loupe beaucoup d'entraînement. Pendant 1 mois, je fais vraiment pas grand-chose. Alors j'ai pu reprendre quand même le vélo. Il y a toujours de l'incertitude au moment de prendre le départ, notamment parce que j'ai quasiment pas pu tester mon matos. J'ai dormi qu'une fois en tente et je sais pas si je vais être capable quand même d'aller au bout et je sais pas si mon corps va encaisser avec ce manque de préparation. C'est parti pour 1600 km normalement, 90 mm de dénivelé et 51 jours à travers l'Himalaya népalais. Oh oh! Et Bruno qui attaque. Attaque de Bruno sur la gauche. On va se taire. Magnifique sentier pour finir. Des rapaces de partout. Hey. Ok. Yeah. Putain, mais la clavicule, elle a pris un peu cher quand même. Merci. Et Bruno qui attaque toujours le matin. Oh là 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 là. Ça joue des coups d'entrée de jeu. Le reste du peloton. Ah, c'est magnifique. Namasté. 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 On a un point de départ, un point d'arrivée qu'on espère atteindre, et de là, si tu veux, donc tout se met en place. Chacun fait son tracé, chacun fait son cheminement. L'important, c'est que le soir, tout le monde se retrouve. Et à ce moment-là, on est censé partir sur 5-6 jours d'itinérance par des hauts cols. Il y a une incertitude sur le fait de pouvoir passer dans le Haut-Dolpo et traverser ces cols-là. Du coup, on prend des informations auprès de la population. Et là, il y a des bergers apparemment qui nous disent que c'est vraiment pas possible, qu'il n'y a aucune personne qui est passée, il y a trop de neige sur les cols. Là, on est contraint à faire demi-tour en fait, directement. Et puis, du coup,
de faire un détour par le sud. J'ai beaucoup de frustration à ce moment-là. Ce matin, on fait bien chier. Mauvaise nouvelle, on passe pas par les hauts cols. Le Népal, c'est autre chose. Parce qu'il y a quand même tellement de choses à gérer. Puis j'ai dit à Fleury, ici, c'est jour par jour et calme. Il avait raison, 50 jours d'aventure, tu peux pas au bout de 5 jours te dire je tente un truc et potentiellement ça te ruine ton aventure parce que si tu peux pas passer, tu rattrapes jamais le groupe derrière, quoi. L'avantage, c'est qu'on a bien dormi. Mais bon, on a cramé une journée, on va se taper des bornes en plus par une piste. Bon, je crois aussi qu'il y en a dans le groupe qui sont un peu malades. Du coup, c'est compliqué de s'engager sur l'itinéraire. Ça monte raide, très raide. On est au col. Bien joué. Ouais, merci. Il a fait mal celui-là. Bien arrivé. On mange nos liots. On a tellement pris que du coup on est obligé de bouffer les liots. Et on va attendre un petit peu les autres. Hey! Good? Yeah, il n'y a pas tout le long la route, mais il y a aussi des petits sentiers qui permettent de couper, notamment vers le début Chota. Ouais, je me sens un peu malade. J'ai mal au ventre. J'ai pas beaucoup dormi. On va bien malade. Mal au ventre. J'ai mal dormi toute la nuit. Je me sens vidé, sans énergie. On verra. J'avais la diarrhée depuis le début. Puis là c'est pire. Les maux de ventre toute la nuit. Depuis hier. Je me sens pas bien du tout. J'arrive pas à manger. Pas à boire. J'ai pas de jus d'énergie. Putain, c'est long ce col. C'est un calvaire aujourd'hui. Oh, j'espère que ça va aller mieux. Il me reste encore 20 bornes. J'en ai fait que 17. C'est dur. Très 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 dur. Putain, merde. Allez, je tiens. J'ai peur de devoir arrêter l'aventure, quoi. J'ai peur de devoir m'arrêter là et de me dire je tombe malade et je vais pas pouvoir continuer, quoi. Ce serait trop frustrant de ne pas pouvoir continuer, de devoir arrêter là alors que j'ai rien vécu, quoi. J'avais des bonnes jambes jusque-là, tout se passait plutôt bien. Putain. J'espère que ça ira mieux les prochains jours. Putain. Putain, j'ai pas envie que c'est trop tôt encore. Ça fait que 7 jours qu'on est parti. Là, ouais, je ressens le besoin, je pense, d'appeler Clémentine. Au son de sa voix, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Arrivé au second col. C'est un calvaire. Et vraiment, elle me rassure et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien aussi parce que moi, j'ai pu me libérer. Je repense aussi un petit peu à l'entraînement qu'on avait pu faire avant. On avait partagé une rando ensemble pour tester le sac, une de mes seules randonnées d'entraînement. Puis je voyais que ça lui faisait du bien d'avoir des nouvelles, ça le motivait. Nice to meet you. Nice to meet you. I take video. Yeah, you can take. Hey! Run! C'est raide, comme tout. Bien arrivé au camp.
À 4100 du coup. J'ai pas mangé pendant toute la bosse parce que j'avais mal au bide et tout, j'étais encore ouais. Je sens que je suis à la limite encore. Bon bah j'ai attendu le pire moment pour avoir la diarrhée et me chier dessus complètement quoi. Putain, c'est pas facile. Malade depuis maintenant 3 jours. Et le jour où on dort en tente, on va faire un petit paix et puis bah, je me chie dessus. Voilà. Première nuit en tente et premier feu. Puis c'est vraiment dans ces moments un peu hauts, ces moments un peu bas, que tu te rends compte aussi que ce que tu vis c'est quand même vraiment chouette. Donc j'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir profiter. Allez, départ pour le col de Kagmarala. On va se taper un kilomètre vertical entre 4 et 5000. Ça va piquer. Devine le col tout là-haut. Oh là! Oh putain, quel bonheur d'arriver là. Premier col à 5000 et Jules Henry qui va arriver. On a super bien monté. Yes. Trop bien, putain, quelle belle montée. Trop bien. Kagmarala. Plus on avance, plus je profite de ce que je vois parce que avec le fait justement de ne pas avoir pu passer par le nord, d'avoir fait demi-tour, d'être tombé malade, finalement j'ai vécu des coups durs en début d'aventure qui font que derrière je profite à fond et je suis tellement content. La pente qu'on a faite là on a fait 100 mètres de déni. Le 10e jour, on arrive à Ringmo. Tout le monde a passé le col, sauf que l'étape était tellement dure et tellement longue que nous, on est arrivé et qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est que 6 à avoir fini l'étape. Par message satellite, on se dit qu'on va faire un jour de repos ici pour attendre tout le monde. Parce qu'il y a trop de personnes dans le groupe qui ont dû dormir sur le bord du chemin et qui n'ont pas pu finir l'étape. Une fois que tout le monde est arrivé dans la journée, eh ben, on doit prendre une décision sur la suite de l'aventure. Et à ce moment-là, à nouveau, on nous dit les cols sont infranchissables, vous pouvez pas passer, il y a trop de neige. Donc là, moi, j'en ai marre, j'ai envie... J'ai pas envie de faire le détour par le sud. Je trouve qu'il a beaucoup d'audace. Parfois, ça frôle un peu la conscience. Jules Henry qui apaisait un peu les choses parce qu'avec Fleury, on aurait fait des trucs complètement dingues. Hein. Déjà, cette notion de franchir des cols à 5000 mètres, donc c'était important pour lui. C'est pour ça qu'on a accordé cette liberté à un moment aux coureurs. Et donc Bruno accepte qu'on divise le groupe en deux. Par contre, nous, dans notre itinéraire du Nord, avec Jules, on veut partir avec un groupe qui soit solide, en tout cas suffisamment solide pour pouvoir tenir l'altitude, les étapes aussi. Donc on se retrouve avec un petit groupe de 5. Allez, zou, parti. Alors le Nord, il faut savoir que ça représente un risque dans le sens où on passe 5 ou 6 cols à plus de 5000 mètres d'altitude, potentiellement enneigés. En tout cas, il n'y a eu aucune fréquentation au niveau tourisme dans ces cols-là sur les 4-5 derniers mois. Les habitants n'ont vu personne les passer, donc ça fait peur à pas mal de monde. À ce moment-là, c'est vrai qu'on met aussi un petit peu en péril notre traversée, dans le sens où si on ne peut pas passer, potentiellement on va se taper des grosses étapes, on va générer plus de fatigue. Mais moi, je suis arrivé aussi à un moment donné où j'ai envie de le tenter et je suis venu pour ça. C'est magnifique.
Passage de Torrance, venez Poisson-Oreille. Regardez-moi ces paysages. Oh là là. Exceptionnel. Wouh! Allez. Vraiment du bonheur d'être là. Je me sens bien. Je me sens ma place dans ces montagnes ici. Wouh! Trop beau! Génial! Le plus beau col de ma vie. C'est certain. Putain, qu'est-ce qu'on a bien fait de passer par le nord. Quelle belle décision. Oh là là. C'est exceptionnel. Je fais que le répéter, mais franchement, on est dans des paysages. Putain. C'est trop bien. Je peux te réintéresser dans la caverne d'Ali Baba. Bounty, sneakers. Putain, il y a déjà de tout. On va se régaler. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé un albat. C'est les bouchons et 8 heures. À la fin de notre tracé dans le Dolpo, on arrive autour de 5000 mètres d'altitude et on cherche à dormir. Et à ce moment-là, on commence à sentir le mauvais temps qui arrive et ça commence à neiger. Hey, namasté. Yeah. Ah, il nous propose la tente. Et heureusement, on trouve une petite tente d'un berger de yak en fait. Et lui, il nous accueille, il nous sert son thé. Ouais. Oh, il y a un feu. Oh, c'est incroyable. Can we sleep on this little house? Yeah. Okay. Oh, thank you. Thank you. Oh, le feu, comme il fait du bien. Ouais. Oh, on est trop bien. Oh, trop cool. Regardez-moi cette petite tente là. Ouais, ça nous a beaucoup réchauffé, mais réchauffé aussi le cœur et c'était vraiment un moment particulier. Et on trouve une petite bergerie en fait juste à côté de la tente. On lui demande si on peut dormir là. Et du coup là on plante notre tente à 5000 mètres d'altitude sur ce grand plateau. Le soleil arrive. Sun is coming. Yeah. On va pouvoir se réchauffer et plier les tentes. Hey. Hey petit Yako. Qu'est-ce que c'est ça? Bon bah à toutes. Merci. Donc je pars seul, le reste du groupe à Santa directement par la piste. Moi je préfère faire les cols. Ah c'est la récompense le col. Oui. Moi ça va de mieux en mieux, niveau forme, niveau altitude, acclimatation, je me sens de mieux en mieux. Et en plus de ça, ça passe quoi. Donc trop content d'avoir essayé et de se rendre compte que oui il y avait de la neige, mais beaucoup moins que prévu. Je me retrouve dans ce que j'étais venu chercher, les montagnes, les hauts cols, et découvrir le Dolpo qui est magnifique. J'ai des étoiles plein les yeux, je suis trop content. Chaque jour qui passe, chaque col, j'ai envie de découvrir la suite et je suis dans l'émerveillement constamment, quoi. Il y a Jules-Henri qui passe à Mac 12 en descente. Bon ça y est, on vient de quitter le Dolpo et on arrive dans le Mustang et c'est désertique. Allez, 10 bornes de piste maintenant. Comme ça. Super. Ça y est, on arrive à Mouktinach, à le gros du sud de nous rejoindre aujourd'hui. Jour de repos, on va profiter aussi pour regarder un peu toutes les cartes, voir ce qui est imaginable pour la suite. Il fait mal ce réveil. Ça y est, j'arrive au temps que passe. Yeah.
Une des étapes, pour le coup, on n'est plus dans la lignée de notre traversée, c'est un aller-retour au Tilicho Lakes. L'étape, c'est 12 km et 1000 mètres de dénivelé pour arriver jusqu'au Tilicho. Il y a 5-6 km de vallonné et ensuite 5-6 km de vraiment raid, entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. On part les sacs légers pour l'aller-retour au Tilicho. Normalement, il y a 12 bornes aller, 12 bornes retour. J'ai enlevé mon t-shirt. Et Upendra, le Népalais, on a profité pour attaquer. Donc on va essayer de revenir au train. Et ça court. On va essayer de rattraper Upendra. Et puis moi j'ai assisté à un petit spectacle parce que je les ai vus au loin. Avec Upendra, ça montait, c'était impressionnant. Ils avaient une allure, mais digne d'un kilomètre vertical dans les Alpes. Il est 30 secondes devant. J'ai Upendra. Allez. Courir à 5000, yes. On bosse. Dans un effort intense, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir produire une performance comme il l'a fait ce jour-là. Nous on arrive, on monte là avec nos bâtons facilement, puis les gens ils se disent mais ces gars ils sortent d'où en fait? Et à moins de 2 heures c'est possible. 1h 39. 1h59. Fleury m'a attendu au sommet, puis mais il avait tellement de smile. Allez Jules Henry, allez. Il est là. Et le Tilicho Lake, ici, magnifique. Ouais, après 20 jours, on est capable de courir à 5000 mètres d'altitude. Du coup, je me prends au jeu un petit peu de la course. C'était marrant. C'était vraiment un moment sportif où, une fois arrivé là-haut, on s'était mis tous les deux vraiment dans le dur, quoi. 7 minutes. Allez. Moi, je crois que je suis en train de faire une hypo. Moi, j'ai pas du tout assez mangé. C'est difficile de manger en altitude. Et la descente, je suis dans le dur et ouais, je me prends une hypo à 3-4 km de l'arrivée de l'étape. Oh putain, quel con. Oh, je ramasse sévère. Bon, je viens de trouver un coca. C'est peut-être qui va me sauver de la fringale. Vite. Allez, bientôt l'arrivée. Le coca, il m'a sauvé la vie. Bourse-gras. Yeah. Ah. Ça va? Yeah, ça va. Bon, merci Fleury, c'était cool. Franchement, trop bien. Bon, bon app, hein. On va se régaler. Ouais, l'étape d'après le Tilicho, on s'est quand même bien donné. On est en vallée, je crois qu'il y a 37 bornes et 600 mètres de dénivelé. Et en fait, là, d'entrée de jeu, tout le monde se met à courir. Tu te mets à courir sur du plat avec un sac de 10 kg sur le dos. Donc on essaie de gérer pour pas trop se fatiguer sur ce genre d'étape. Que si tu cours tout le temps avec le sac à dos, tu ramasses. Et si tu marches, tu ramasses aussi. Donc il faut trouver le bon compromis. On est sur une piste, il y a beaucoup de poussière. Quand les voitures quand un jeep nous double, il y en a une qui arrive derrière. Oh. Étape de transition qu'on disait, putain. Tranquille. On marche et tout, putain, on a tout couru. On est des cons. On est débiles. Ça saute. À ce moment-là, on attaque le Manaslu. Magnifique. Enfin, entre les forêts de rhododendrons et puis les hauts sommets, on voit vraiment le Manaslu très proche, à 8000. Ouais. On a voulu couper, on se retrouve dans les ronces.
faisait toutes les étapes ensemble avec Jules Henry et c'est vrai qu'on avait envie de rester ensemble et puis on se soutenait. Arrivé dans le Manaslu, il tombe aussi lui un petit peu malade, il a des maux de tête. Bah là, moi je me sens lâché par mes forces, je commence à être un petit peu malade, un petit peu dans le dur. Fleury il m'encourage, il me dit je ralentis, on reste ensemble. Puis moi j'ai dit mais Fleury là je dois trop forcer, file maintenant, file. J'aime pas trop devoir partir sans lui en sachant qu'il est pas très bien, mais voilà, lui il se connaît aussi. Ouais, bon courage. Ouais, on se voit en haut. Allez, courage, ouais. On est dans la montée du Larkala, qui veut dire col long en népalais. Allez, on arrive au Larkala. Yeah, l'arc passe. Magnifique. Il y a beaucoup d'endroits dans le Népal qui sont sacrés, quoi, et les gens viennent se recueillir, viennent y passer du temps, viennent prier. Ils ont beaucoup de respect pour la montagne. Moi je dirais que chaque fois qu'on passe un col avec ces petits drapeaux, il y a un côté mystique au Népal. Après, sur différents voyages, j'ai ressenti des choses. Je peux pas expliquer, mais j'ai ressenti des choses sur des sommets sacrés, puis tu te dis mais là il y a des ondes ou des énergies. En fait, on divise vraiment les journées en deux. Il y a la partie course, progresse dans notre environnement, donc on avance. Et puis à la partie autre, vie au Népal. C'est vrai qu'après 25 jours, on rentre dans une routine. En arrivant à chaque étape, la première chose, c'est déjà trouver un lodge. Une fois qu'on a trouvé le lodge, on essaye de manger, boire quelque chose. Ensuite, on se lave. Et on attend les autres tout au long de la journée. On fait un brief tous ensemble, histoire d'avoir le planning de l'étape du lendemain. On va se coucher à 21h et puis c'est reparti pour une autre journée. Généralement, en fait, le soir quand on arrive, tout le staff népalais se met à cuisiner. En fait, ils prennent un peu en main la cuisine.
On a toujours été en contact avec les gens parce que eux vivent du tourisme et puis ils nous logent. Alors, dans beaucoup de régions, il y a zéro tourisme, mais en fait, ils sont toujours là à nous ouvrir la porte et nous trouver une solution pour qu'on mange. On a toujours dormi quelque part, à chaque fois qu'on était dans un village, un hameau. Donc, il y a une relation qui se crée. Alors, ils ne parlent pas tout le temps anglais. Donc, nous, on a appris quelques mots népalais. On avait les mots de base en fait, pour pouvoir communiquer avec eux. Et puis, passer des soirées comme ça, juste... on se parle pas forcément, mais on est dans la même pièce. Ils nous invitent chez eux et nous, on essaie de leur expliquer un petit peu ce qu'on fait et leur dire où on va. Et à chaque fois qu'on leur parlait de ce projet, de notre aventure, ils trouvaient ça fou, quoi. Ouais, mais moi, c'est ce que j'adore au Népal, c'est qu'en fait, on peut communiquer avec un sourire. Simplement ça. Le truc qui me fait le plus envie en ce moment, c'est un coca. Namasté. Namasté. Ça fait plaisir. Ouais. Content d'arriver. Putain. Fini un peu limite, niveau bouffe. Je me suis dit allez, il reste 1 heure, je bouffe plus. Petite erreur. Là, ils vont ramasser. Parce que nous on met 6h30. Des fois sur des étapes de 5h, il y en a qui. Quand nous on met 5h, il y en a qui mettent 13 ou 14h. L'état des jambes. On a pris la poussière. Yeah, regardez. Et là, il y a un énorme orage et tout le monde n'a pas pu arriver. En fait, ici, il y en a qui ont dû dormir à 10-12 km d'ici. Donc demain, ils vont devoir partir à 2-3 heures du matin pour revenir ici. Et on va voir comment on va s'organiser en groupe. Mais du coup, tout le monde n'a pas pu finir l'étape d'aujourd'hui. Ouais, donc c'est un peu compliqué là pour le groupe, pour tout le monde. On n'est pas dans des endroits très confort. Aujourd'hui c'était une grosse étape parce qu'on a fait 34 et 2009. Donc c'est le 29e jour depuis le départ, on a fait 900 km. Physiquement ça va plutôt bien, moi j'ai eu des coups de moins bien surtout au début et puis maintenant ça va quand même beaucoup mieux. J'ai retrouvé des super sensations d'altitude, depuis le 20e jour je me sens très bien. On a récupéré, j'ai mis R5 Siabrou Bézi. Donc ce sac là il était important parce que pour moi ça faisait... Là on avait 900 km déjà et du coup j'avais décidé au bout de 900 km de changer de paire de chaussures. Donc ça va faire du bien aussi de repartir avec une nouvelle paire de chaussures déjà qui sent bon. Et puis d'avoir un bon amorti, je pense qu'on va retrouver aussi des bonnes sensations avec des nouvelles chaussures. J'ai été un peu mauvais sur la bouffe parce que j'aurais dû ramener des trucs trop bons de France, genre du fromage, saucisson. Mais en fait ça fait 30 jours que je bois du coca, que je mange des cacahuètes et des barres céréales et du coup j'aurais bien aimé trouver plus de réconfort dans la bouffe. Oh, ça pique, hein, la montée et tout. Oh.
Ouais. J'ai pas pu aussi. Ouais, mais je pensais bien, j'ai vu. Non, vous avez bien fait de continuer, après je suis monté à mon rythme. J'ai le quadri qui m'a un peu fait souffrir, du coup j'ai dû gérer. C'est un garçon charmant et puis qui a apporté quelque chose, si tu veux, à l'aventure, donc qui était sa naïveté, découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas, puis au fur et à mesure, la maturité qu'il a pu acquérir dans les prises de décision. Parce qu'à un moment, il faut bien avouer que je donnais un petit peu les rênes de l'épreuve, tu vois, au duo de choc, donc Jules-Henri et puis Fleury, parce que bon, personnellement, c'était un peu compliqué pour moi. Donc c'est eux qui ont géré la course, cette traversée, cette aventure. Donc je me demande si sans eux, on aurait pu aller jusqu'au bout, quoi. Alors Épina passe, on est assez haut et regardez-moi ce paysage, il y a une mer de nuages. Je viens de tomber sur des potes de randonnée. Bon, en gros il me reste des bornes pour finir aujourd'hui et le problème c'est que j'ai le quadri qui me fait bien mal et qui me fait boiter. Allez, on est parti pour la 33e étape. J'ai les jambes détruites, je fasse divaguer mon esprit pour ne pas penser à l'effort. On a passé les 1000 km hier et aujourd'hui il y a l'orage. Là ça pleut très fort, on prend des seaux d'eau sur la gueule. Moi qui n'avais pas pris de douche, au moins ça lave un peu. Et sinon la clavicule, elle a l'air de tenir. Alors j'ai enlevé le pansement là, je sais pas si on voit. Oh, je devine plus la plaque qu'avant, c'est toujours un peu dégueu, mais ça va, ça tient le coup. Donc là-dessus c'est cool. Je suis parti à 4 ce matin avec Seb, Alban et Jules-Henri. On prend de l'avance pour faire 7 jours dans l'Everest. Alors dans cette traversée, il y avait un col qui était vraiment primordial, c'est le Tashi Lapsa. C'est vraiment le gros morceau, le plus haut col, 5700 mètres d'altitude, et aussi le plus technique et le plus dangereux de l'aventure. Donc on entendait déjà 2 semaines avant, on nous disait il y a tellement de neige dans le Tashi Lapsa, ça va pas passer. Ça faisait un petit peu flipper parce que tu dis j'ai pas envie de faire demi-tour. On passe sur un glacier, il y a des chutes de rochers dans tous les sens, on est sur des moraines, c'est extrêmement long, on reste longtemps en altitude. Donc ouais, c'était vraiment cette porte d'entrée, elle était un peu vitale pour vivre une belle aventure. On raconte tout sur ce col. C'est le plus dur, le plus technique. Donc là, ces derniers jours, j'ai vraiment hâte de me faire ma propre idée. Allez, c'est parti dans la moraine. Objectif, trouver le chemin. On a sorti les casques à eau pour la chute de pierre. On en a vu tomber un gros. On ne va pas traîner. On vient de passer le passage difficile, donc nickel. Ça a bien fait. Ça y est, on arrive au camp. Il y a une petite cabane. Je suis trop content. On va pouvoir bien dormir. Alors ça doit être une ancienne tente, non? Ouais, il faut juste qu'on soit bien prudent. Jusqu'à 5,5 ça va, c'est après. Allez, sous ces beaux paysages, il est l'heure d'aller se coucher. C'est incroyable. Et le lendemain, on part assez tôt pour aller faire le col. Par chance, on a une super belle journée. Allez, c'est parti.
part pour grimper le Tachi. On a 600 mètres de dénivelé, du technique, du glacier. Alors regardez où on va monter. On s'imagine pas, mais il y a un passage là qui monte à travers le glacier, à travers le Sérec. Voilà pourquoi ce Tachi Lapsa est réputé comme difficile. Et puis on a une dernière rampe finale là, un petit peu technique, où on sait pas exactement quel passage prendre. Il y a des risques de chute de pierre, donc là on traîne pas trop. Je sais pas si on voit là, mais c'est raide. Et puis on arrive sur la dernière partie avant d'arriver au col, il y a des crevasses et elles sont légèrement recouvertes avec la neige, donc là on est très vigilant. À 5700 mètres, à la dernière ligne droite, c'est notre col le plus dur. On sent que c'est difficile avec l'altitude. Là on le sent vraiment, on est à 5400, 5500 mètres. Ouais. Be careful. Allez hop. Yeah. Ok, good. Trop bien. Oh, trop cool. Yeah. On a passé un super moment parce qu'on était en petit groupe, on était soudés, on prenait soin des uns des autres et encore une fois on avançait ensemble et ça fait une véritable force aussi pour passer ce col là quoi. Super les gars. Merci. Tant qu'on arrive. Ouais, super. Bravo. Vous avez l'air de passer. Bon, ça va aller. Allez, merci Florie. Merci. Ouais, donc Jules Henry lui il doit partir plus vite parce qu'il faut qu'il finisse aussi plus vite parce qu'il a des impératifs au niveau boulot. Tu quittes des copains, bah t'as l'impression qu'il y a quand même un petit peu quelque chose qui se passe dans ton cœur. Ben, tu te dis, bah mes copains d'aventure, ciao. Et ouais, c'est vrai que ça fait bizarre parce que du coup on a fait tellement d'étapes ensemble, on a partagé beaucoup de moments, donc j'ai l'impression de perdre un ami là sur l'aventure. On commence à apercevoir un peu le bout de l'Everest. Comme base Everest, ça ressemble à ça. C'est plus grand que tous les villages et tous les lodges qu'on a vu avant. C'est impressionnant. En fait, je sais pas trop quoi penser de ce camp de base. Tu regardes dans les tentes et tout, c'est le luxe. C'est assez particulier. Je pense qu'on est bien, nous, dans nos petits cols à faire notre traversée. On voit un peu moins de monde et c'est plus agréable. Et départ d'Anamché pour la 43e étape. En fait, quand on retrouve le groupe, du coup, on reprend les étapes en courant. Elles sont magnifiques ces forêts. J'ai toujours un petit chien qui me suit. La chaleur, c'est terrible. Je suis collé, je suis sec. Chaque pas nous rapproche de l'arrivée, donc ça c'est un peu motivant. Oh, il est aussi sec que nous, ce chien. L'arrivée se rapproche, et là c'est vrai qu'on commence à compter les jours et ça devient un petit peu long dans la tête. 45, 46e jour, 48e jour, 49e étape. On est en plein cagnard, il est midi,
Il fait une chaleur, mais faut même pas imaginer. J'avais un truc bizarre sur la cheville. Regarde, il y a du sang. En fait, j'ai une sangsue. Bon, bah, début de journée très galère. J'ai voulu prendre un chemin. Il n'y a que Cher qui m'a suivi. Bah, c'était un vieux chemin. On s'est retrouvé dans de la... Alors, j'ai pas filmé. On s'est retrouvé dans de la merde. On s'est piqué par les orties et tout. Oh. Bon. Le chemin commence à être un peu plus correct. Bon, du coup, on a dû lâcher une demi-heure dans l'affaire. Namaste Chamtang. Yeah, this is Ok, thank you. Ah, une sangsue. Ouais, on arrive dans la Round Valley et c'est très chaud, c'est la jungle, qu'on galère à trouver des logements. Ben, moi je frappe un petit peu chez les gens. Là c'est trop bien, je vois une petite famille qui direct me sert le thé, enfin super sympa. Possible stay here, sleep. Je leur fais comprendre que je veux qu'on est un petit groupe, qu'on veut dormir. Et du coup, ils me proposent directement, je vois qu'il y a des petits lits. Et ouais, on est super bien accueillis là dans ce petit hameau, vraiment perdu en montagne. C'est super sympa. Il vient de m'apporter une thé au lait. Trop bien. Bien chaud. Ça fait du bien aussi en fin d'aventure d'avoir ce réconfort-là et de se sentir ouais, accueilli quoi, chez eux. Pas évident d'un point de vue orientation avec le brouillard. Il n'y a pas de chemin en plus. Moi je suis tout avec la montre, le feeling. Franchement il n'y a pas de chemin. Il n'y a rien. Le soleil est revenu. C'est parti fort ce matin. Tout le monde a attaqué. Ah, je suis content. Content de la forme, content du rythme. Ah, ça fait quelque chose quand même. De me dire que c'est le dernier col quoi. Après je pourrais plus attaquer. Là, une belle bataille avec Upandra et donc dans un dernier col, on se fait une descente encore une fois à fond jusqu'à l'arrivée. Ça descend fort. Mais super cette descente. Moi je me régale. Et vraiment, j'ai tellement hâte en fait d'arriver au bout que ouais, ça commence à venir et j'en commence à en prendre conscience. Allez, départ pour la dernière étape. On a le soleil et les montagnes pour cette dernière journée. Si c'est pas un signe. J'ai fini mon aventure quelques jours avant l'équipe. Ben, en arrivant au camp de base du Kanchenjunga, là, j'ai écrit un message à la balise, j'ai écrit à Bruno pour lui dire que j'y étais, que c'était trop beau, puis j'ai écrit à Fleury il fallait que le moment qu'il allait vivre, il allait être extraordinaire. Moins de 8 km et ça sera fini. Fleury, il a pris ce qu'il y avait à prendre du Népal dans le côté de la zénitude et puis vraiment de vivre l'aventure jour par jour, de pas trop planifier, mais d'aller étape par étape, vallée par vallée, col par col. La richesse de ces aventures, c'est que tu pars avec des gens que tu n'as jamais vus, tu connais pas, tu les rencontres, tu partages des moments de joie, des moments de difficulté, puis après, ça devient des amis, ça devient des frères d'aventure aussi. On aperçoit le camp de base. Je pense qu'une aventure comme il a vécu là, ça change pas un homme, mais ça marque la vie. Je me suis dit, je vais laisser un petit truc, je vais laisser une petite kata, une écharpe blanche là. Et ça c'est Jules. Putain c'est beau. Il me l'avait laissé là exprès. Merci Jules. Oh putain ça fait bizarre. Putain ça y est. C'est la fin de cette Guatemala Race. Le drapeau de Jules. Il est là. Bim! Oh! Bravo! Hello guys!
C'est sûr que ce genre d'épreuve, ça te permet de gagner en confiance, gagner aussi un petit peu en estime de soi, dans le sens où on réalise des choses qu'on n'aurait peut-être jamais pensé faire. C'est sûr que ça te renforce, quoi, et t'apprends à te connaître à travers ce que tu vis.